S'agissant des États-Unis, Hitler, tel un enfant, l'interrogeait sur les gratte-ciels qui sortaient de terre et le travail à la chaîne dont on parlait de plus en plus en Allemagne. Les 2 volumes de Mein Kampf, écrits en 1924 et 1925, témoignent pourtant d'une connaissance fine de la politique américaine. Quelqu'un a bien dû apprendre des choses à Hitler. Dans ses mémoires, Puzzi ne cache pas qu'il tenta à plusieurs reprises de convaincre le Führer qu'une alliance entre les 2 pays n'était pas inenvisageable et qu'il fallait maintenir de bonnes relations avec les États-Unis. Quand il lut Mein Kampf, et plus encore le second volume, il pensa d'abord qu'il avait gagné la bataille. Sa bataille, l'Amérique était partout. Moi, ce qui m'intéresse aussi dans le personnage de Puzzi, c'est précisément, à travers lui, de raconter une autre histoire de l'Amérique, une histoire de l'Amérique qui n'est pas forcément celle de la liberté, de la démocratie, de celle qui vient nous libérer de la barbarie, mais d'une Amérique qui, à un moment donné, a tangué et qui a regardé l'Allemagne nazie avec des yeux, peut-être pas de l'amour, mais avec un intérêt certain. Il était de père allemand, de Munich, et de mère américaine, d'origine allemande, mais de mère américaine, du coup il avait la double nationalité. Et le fait d'être à la fois américain et allemand a conditionné sa vie. Le mystère, c'est d'aller comprendre qui est cet homme, qui a été, c'est le cas, le confident d'Hitler, le plus proche d'Hitler. Hitler, quand il sort de prison en décembre 1924, il va chez Puzzi directement. Il lui a joué du piano, du Wagner, il l'a régénéré, ils ont été pendant quelques années vraiment extraordinairement proches. Comment cet homme s'est retrouvé ensuite à être l'informateur de Roosevelt pendant la Seconde Guerre mondiale, puis reparti dans sa maison à Munich, dans laquelle il est mort, et dans laquelle allait Hitler dans les années 20. Il fait partie de tous ces personnages qui ont été à un moment donné hyper importants. Tous les journalistes qui voulaient voir Hitler se demandaient où était Puzzi. Où est Helmstengel? Je veux voir Ernest Helmstengel, son vrai nom. Je veux voir Puzzi. Il a été à un moment donné au cœur du monde. Et il a rêvé à un moment donné que son destin allait s'accomplir. Son destin, c'était de marquer la grande histoire, de faire un pont entre 2 mondes, entre l'Allemagne nazie, qu'il a aimée, qu'il a défendue, qu'il a promue, y compris à Harvard en 1934, où il se rend pour les 25 ans de sa promotion. Il est invité à Harvard, lui le nazi, invité en grande pompe. Et il a voulu justement dresser un pont entre ces 2 mondes, le monde de son père et le monde de sa mère, sa propre identité d'être à la fois allemand et américain. Il a tenté d'en faire le destin du monde en ralliant les 2 pays, l'Amérique démocratique et l'Allemagne nazie, contre un ennemi commun qui était les bolcheviks, les communistes, les soviétiques, l'URSS, ce qu'on appelle le judéo-bolchevisme, à la fois juif et bolchevique, c'était l'ennemi commun. Et il a pu y parvenir à plusieurs moments, parce que ce que je raconte dans le livre, et c'est aussi ce que ce roman me permet de raconter, c'est à quel point les États-Unis des années 20 et surtout des années 30 ont été perméables à l'idéologie fasciste. Il y a des images, moi ce qui m'a donné envie d'écrire ce livre, c'est des photos que j'ai découvertes des années 30, qui sont assez connues, où on voit le Madison Square Garden à New York, plein à ras-bord de militants nazis, avec des croix gammées partout. On est au cœur des États-Unis, à New York, dans les années 30, et jusqu'en 1939, on a ces images-là à New York. Dans la presse américaine, les premières années d'arrivée au pouvoir de Roosevelt, Hitler est perçu plutôt favorablement comme quelqu'un qui est volontaire, autoritaire et qui réutilise les moyens de l'État pour relancer l'économie, ce que veut faire aussi Roosevelt avec le New Deal. Mais d'un autre côté, ce qui est vraiment fascinant, c'est de voir comment l'Allemagne nazie a regardé les États-Unis avec fascination. Ça a été Hitler qui avait le portrait d'Henry Ford dans son bureau dans les années 20. Ça a été quand il a fallu établir les lois de Nuremberg en 1935. C'est les lois qui définissent ce qu'est un juif et surtout comment se prémunir de l'influence juive sur l'Allemagne aryenne. Eh bien, les juristes allemands ont puisé dans les lois de ségrégation raciale américaine un modèle. Dans les États-Unis des années 30, il y a un vrai courant fasciste. Il y a des gens qui défendent un suprémacisme blanc, qui défendent des idées fascistes, qui défendent l'idée que les ennemis sont en dehors du pays et qu'il faut absolument protéger la race américaine. Et forcément, quand on écoute certains des discours de Donald Trump, quand on écoute surtout certains de ses partisans, on ne peut
que se dire que le discours d'un Trump d'aujourd'hui, même si je ne dis pas moi que Trump est fasciste, il s'inscrit dans une histoire américaine.